je vais demander à Cyril Cambier de Blablacar de venir me rejoindre, ainsi que Romain Gras de Lascal, groupe L'Oréal, Bérénice Charles de Burger King, Cynthia Riblet de Milka. Soyez les bienvenus, on peut vous applaudir. Merci de participer à cette petite table ronde. Prenez chacun un petit micro. Voilà, installez-vous. On va peut-être commencer avec vous, Cyril Cambier. Sans mauvais jeu de mots, les stations service sont à sec et vous, Blablacar, vous faites le plein en ce moment. Vous êtes donc le leader mondial du covoiturage. Comment êtes-vous parvenu à vous imposer finalement assez rapidement chez les jeunes ? En fait, je pense que c'est assez lié en fait à notre service, c'est-à-dire qu'intrinsèquement, on est un service on a un moyen de transport qui est fait entre guillemets pour les jeunes et qui répond en fait à leurs attentes en termes de moyens de transport. C'est-à-dire que déjà, quand Frédéric Mazzella a créé le service, il avait 27 ans et il l'a aussi créé avec un cas d'usage, c'est-à-dire qu'il voulait partir, en Vendée, un 23 décembre, il s'y est pris un peu à la dernière minute et il n'avait pas forcément de moyens de transport. Et donc du coup, je pense que voilà, on est vraiment un moyen de transport qui est fait pour eux, c'est-à-dire qu'il y a 3 raisons principales, et on l'avait vu dans les valeurs qui avaient été mises plus haut, c'est-à-dire que la première, c'est le prix. Forcément, on a un service où, quand on veut chercher un trajet pour un vendredi ou un dimanche soir, on est parfois sur certains trajets 2 à 3 fois moins cher que le train, et donc forcément, pour une cible entre 18 et 24 ans, c'est un point très important. Je pense que le deuxième point, c'est quand on parlait d'instantanéité ou de spontanéité, on est un service où on peut trouver à la dernière minute un trajet et où on peut en fait pas forcément planifier en avance. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est-à-dire que si je veux chercher un trajet pour vendredi, je peux m'y prendre jeudi ou vendredi et trouver très facilement des places disponibles. Et donc voilà, donc ça répond aussi encore une fois à leurs attentes qui est je ne veux pas forcément me prendre la tête et je veux commencer à le chercher un peu à la dernière minute. Et donc c'est vrai que c'est un service qui répond à ça. Je pense que le dernier point, c'est ce qui est une vraie barrière pour certains, pas pour les jeunes, c'est la dimension de partage. Bon, on l'a vu, la dimension communautaire. Et c'est vrai qu'on est un service où on a besoin faut aller quand même dans une voiture avec des gens qu'on ne connaît pas et partager 2, 3, 4 heures avec des gens qu'on n'a jamais vu, qu'on a juste vu le profil sur Internet. Au premier abord, c'est pas forcément évident ou naturel. Voilà, exactement, c'est pas du tout évident. Il faut avoir confiance. Et je pense que les jeunes sont vraiment un peu des early adopters là-dessus. C'est-à-dire pour eux, ça peut être quasiment un levier. C'est-à-dire de se dire, je vais passer 2-3 heures avec quelqu'un, ça va être sympa, je vais pouvoir partager mes expériences, je vais pouvoir raconter un peu ma vie, je vais pouvoir aussi apprendre pas mal de choses de gens qui sont extrêmement différents et qui n'ont pas forcément ni le même âge, ni la même vie. Et alors, donc point de départ, les jeunes, essayez de les attirer sur ce covoiturage pas cher. Comment au fil des années, vous essayez d'élargir votre clientèle ? Je pense déjà les jeunes nous y aident, c'est-à-dire qu'en fait on a un bouche à oreille qui est très important et qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, déjà dont c'est un petit peu moins jeune, maintenant la moyenne d'âge est de 35 ans sur Blablacar, et ensuite du coup ils en parlent aussi, ils en parlent à leurs parents, ils en parlent à leurs amis, et donc déjà on a un bouche à oreille qui est très important. Ensuite c'est vrai qu'on a une vrai besoin d'élargir notre audience et d'aller chercher des gens qui sont un peu plus âgés, donc les plus de 35. Si on a une pénétration sur les jeunes qui est quasiment les 18-24, on a 44% des 18-24 sont membres de Blablacar, ce qui est quand même assez énorme. C'est pas du tout le cas sur les plus âgés. Et donc pour élargir en fait notre audience, on a besoin à la fois d'élargir notre offre et notre service, et surtout de travailler vraiment, d'améliorer le service, de travailler cette notion de confiance qui est importante pour tout le monde, mais qui est encore plus importante chez les plus âgés. Donc c'est-à-dire de travailler vraiment sur chez Blablacar, on a un profil qui est vérifié, on a une photo, on a des avis, on met une biographie, c'est-à-dire que par exemple, on peut indiquer si on est blabla ou blablabla en fonction si est-ce qu'on a envie de parler ou pas dans la voiture. Et donc, tout ça, c'est important parce que vraiment l'objectif pour nous, c'est de faire qu'une personne qui voit un profil sur Blablacar ait autant confiance en ce profil qu'il n'a jamais vu qu'en une personne de sa famille ou de ses amis. Et donc l'objectif, surtout pour les gens plus âgés, où justement l'inconnu est un vrai frein, on a vraiment besoin de travailler cette audience, cette notion de confiance, pardon. Et le deuxième point, c'est vraiment sur les moyens de communication, c'est-à-dire qu'on a fait une communication au départ jusqu'en 2012 très opportuniste, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on
Il y a eu une pénurie d'essence en 2010, ça nous a beaucoup aidé. Il y a des grèves, c'est vrai que ça nous aide. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé cette notion très opportuniste. Et maintenant, on travaille avec des moyens de communication. Vous avez vu la pub tout à l'heure. Donc, on fait de la télé, on fait de la radio, et on travaille aussi sur les réseaux sociaux énormément pour continuer à faire de la pédagogie et expliquer ce qu'est notre service. Il y a des gains de notoriété, forcément, quand on communique sur les médias puissants. Ah oui, on a vu on a vu un vrai levier, c'est-à-dire que notre première campagne télé, on l'a fait en 2014. On l'a fait pendant une grève en même temps. Ça, c'était de la chance. Et donc, en fait, on a vu un vrai changement en termes de notoriété et même en termes d'inscription. C'est vrai que le nombre d'inscrits sur le site a vraiment explosé à partir du moment où on a fait la télé. Romain Gras, prenez un petit micro. Je le Bonjour. disais, vous appartenez au groupe L'Oréal et plus particulièrement à l'ASCAD. Dites-nous en 2 mots ce qu'est l'ASCAD. Alors en fait, l'ASCAD, c'est donc une entité au sein du groupe L'Oréal qui gère, on va dire, une vingtaine de marques qui sont dédiées au marché français. Donc notamment Ushuaïa, Narta, Mixa, Menen, D'accord. voilà, Desange, Provo, etc. Alors, si on s'arrête sur Menen, la problématique est différente par rapport à Blablacar. Il y a une forte notoriété, Très différente. il y a une ancienneté, mais vous avez éprouvé le besoin finalement de parler différemment, de repenser finalement les termes de la communication. Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, comme vous le disiez, j'écoutais vraiment ce que vous disiez sur Blablacar et c'est vrai que le groupe L'Oréal et de facto Menen, on n'est pas du tout dans ces mêmes problématiques. Aujourd'hui, Menen, c'est le numéro 1 de l'hygiène beauté sur le marché des hommes. Mais en gros, quand vous écoutez historiquement les gens du marketing chez Menen, vous dire, en fait, ma cible, c'est les hommes 15-55 ans. Ah oui, donc en fait, le digital, ça va être compliqué. Créer du lien, ça va être compliqué. J'écoutais ce que disait Léa tout à l'heure, et là, je suis rejoint complètement ce qu'elle disait. C'est que maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment créer du lien. Donc nous, on a vraiment réfléchi à changer complètement notre modèle de communication. Alors bien entendu, on reste sur les écrans les plus puissants de télé et de TF1, je vous rassure, mais on s'est dit comment rajeunir un peu cette image de marque et surtout créer du lien. Créer du lien, c'est déjà difficile, et créer du lien sur la cible des hommes, c'est encore plus difficile. Parce que malheureusement, un homme va venir consommer et quand son produit est fini, quand son produit est fini, je retourne en acheter le même. S'il n'y est plus, je suis pas content, mais c'est tout. Il consomme ce qu'il connaît déjà. Exactement. Ouais. Recruter chez les hommes, c'est difficile, et avoir une image de marque chez les hommes, c'est encore plus difficile. Et chez les jeunes, c'est encore le challenge est incroyable. Donc du coup, on s'est dit, en gros, de créer une plateforme d'interaction, une plateforme de lien. Et quel est le meilleur moyen de créer du lien chez les jeunes ? C'est la vidéo. Donc la vidéo, alors bien entendu, on peut parler de brand content, on peut parler de création publicitaire, on peut parler de beaucoup de choses, mais on s'est dit, on allait pousser l'exercice plus loin en se disant, on va créer la première chaîne délinéarisée en partenariat avec MyTF1 qui propose l'ensemble des vidéos disponibles coéditées entre MyTF1 et Menen pour proposer des sports extrêmes à tous les hommes et principalement les jeunes. Donc on a lancé il y a 15 jours MyTF1 Extra Outdoor qui sont dédiés au sport extrême outdoor et donc coédités avec Menen. Voilà, c'était un petit peu notre plateforme, on en est très content. Donc votre parti pris finalement ce sont les sports extrêmes. Alors oui, les sports extrêmes en forme de plateforme de communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Menen a une valeur qui est au-delà de la technicité, de la performance des produits, etc. On voulait vraiment présenter notre ADN, et notre ADN, c'était le dépassement de soi. Alors le dépassement de soi dans le quotidien, c'est-à-dire aller chercher les enfants à l'école, passer un entretien d'embauche, etc. Mais quel est le moment de stress maximum ? C'est le moment où vous faites une prouesse sportive. Et donc on a décidé que les sports extrêmes seraient la représentation de cette valeur du dépassement de soi. D'où cette plateforme développée avec MyTF1. Le point clé, c'est donc de proposer des contenus aux jeunes. Passez le micro à votre voisine Bérénice Charles de Burger King. Burger King était absent en France depuis quoi, 15 ans, c'est ça ? 15 ans, oui. Et là, il y a un retour en force incroyable. Ouais, Il y a un fort engouement. C'est le comeback du Whopper. Ouais, il y a un très fort engouement. Il y a un espèce de phénomène qui, très sincèrement, nous a un peu surpris.
en toute modestie. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'expliquer. Alors nous, on l'explique, on a quand même quelques clés, mais ça reste des clés d'entrée. Le premier élément, c'est qu'on a la chance d'avoir une génération qui a connu Burger King avant le départ, donc il y a 15 ans, une génération qu'on appelle les nostalgiques. Alors chez nous, c'est un mot très positif. C'est tous ces gens qui ont connu la marque avant et qui ont un rapport très émotionnel à la marque et qui sont vraiment dans la dimension du souvenir avec cette marque-là. Et ils ont en quelque sorte un peu porté le retour de BK quand on est revenu en 2012. Il y a un autre point, on s'appuie sur une communauté qui est très très forte sur les réseaux sociaux. Il y a eu un espèce de phénomène pendant toutes ces années d'absence et de manque, entre guillemets, d'être un peu pionnier quand on allait chez Burger King. Vous avez beaucoup de gens qui profitaient d'un voyage à l'étranger, à Londres, en Espagne, en Allemagne, pour aller chez Burger King et qui ensuite partageaient leur expérience sur les réseaux sociaux. Donc ça a créé déjà un espèce de phénomène autour de ça, une espèce d'émulation. Il y a eu aussi beaucoup de rumeurs, de faux comebacks, de fausses annonces que la marque n'a jamais démenties et ne s'est jamais entraînée là-dedans. Ou pas ? Vous n'étiez pas à l'origine, mais on n'était pas à l'origine, on a laissé faire. Donc il y a eu toutes ces rumeurs. Je pense qu'il y a aussi un effet très simple de nouveauté quand vous avez une nouvelle marque qui débarque sur le territoire français, qui en plus, avec cet aspect souvenir émotionnel, nostalgie, le côté phénomène, mais il y a tout simplement la nouveauté d'une ouverture, le côté un peu cool. Ah bah tiens, j'ai une marque qui débarque à côté de chez moi, c'est nouveau, c'est sympa, je vais voir. Donc ça explique cet engouement. Tout ça, pour moi, ça explique un peu le phénomène et pourquoi il y a eu cette attente et pourquoi les gens sont venus. Après, il y a un point qui est quand même primordial, c'est que les gens viennent chez nous parce que c'est cool, c'est nouveau. Ils reviennent et le phénomène dure parce que le produit est bon. Et je pense que le cœur du débat quand même chez nous, au-delà de cet aspect un peu cool, un peu hype, BK c'est sympa, il y a vraiment le produit qui est au cœur du débat et qui est central. Et les gens reviennent parce que c'est généreux, c'est bon, c'est frais, c'est différent. Donc c'est vraiment pour nous un point clé. Et vous avez choisi un ton décalé dans vos campagnes ? Ouais, alors Burger King, c'est une marque qui a une personnalité très forte. Déjà sur la marque, c'est une marque qui est authentique. Alors c'est un mot qu'on retrouvait un peu dans le discours de Léa. C'est une marque qui vraiment s'adresse à ses fans et à ses clients en toute authenticité. C'est une marque américaine, on ne le cache pas, alors c'est pas un étendard mais on ne le cache pas, qui est jeune, qui est décontractée, qui s'assume. Il y a vraiment un côté très décomplexé chez Burger King, et ce qui explique un peu le ton et ce qui explique notre posture sur les réseaux sociaux. Quand on est sur les réseaux sociaux, on s'adresse en toute je sais pas comment on dit, décomplexion aux gens, avec toute décomplexité, mais on cache jamais le fait qu'on est une marque. Moi, typiquement sur les réseaux sociaux, je ne tutoie pas les fans. J'estime que je suis dans une posture de marque. C'est un peu, si vous voulez, comme Deadpool. Il a conscience qu'il est un super-héros. Nous, on a conscience qu'on est une marque et on va pas chercher à le cacher. Donc, on est vraiment dans cette posture d'authenticité avec eux. Et par rapport au ton, on est sur un ton toujours très décalé, ironique, beaucoup de second degré et aussi quand même pas mal d'autodérision. Donc on n'hésite pas à se moquer des fans quand on reprend le tweet d'un tweetos, qu'on le met sur une bâche et qu'on se moque de lui et qu'on le rebalance sur les réseaux sociaux. Bon, clairement, on le taquine. Effet inverse, on n'hésite pas non plus, nous, à se mouiller. Quand on demande aux fans, quand on leur lance un pari en disant si on atteint les 200 000 fans sur Facebook, on envoie notre DG dans les cuisines aux fourneaux. Et en réalité, on le fait. Le DG, il est vraiment allé dans les cuisines, il a vraiment fait des burgers. Et il y a vraiment cette mise un peu en danger aussi. Donc, on leur demande des choses, on s'engage avec eux, on est authentique. Et cette authenticité, elle se traduit aussi par le fait d'y aller. Et sur votre stratégie à plus long terme, comment vous comptez gagner en visibilité ? Alors aujourd'hui, on a un vrai enjeu. Alors ces dernières années, donc on est arrivé, on était un peu le challenger, on avait cette espèce de flexibilité et d'agilité, c'est ce qui nous a permis de faire tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. On s'est appuyé sur cette communauté, donc on avait vraiment ce cœur de cible très fort. La marque, elle grossit, elle se développe, on va atteindre un nombre de restaurants assez important ces prochaines années. Et du coup, on va se rendre de plus en plus visible. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de se massifier, de se démocratiser, sans perdre cet aspect iconique de la marque et sans perdre ce côté cool. Et pour nous, aujourd'hui, ça passe effectivement par des nouveaux médias. Alors nous, on a choisi le digital parce que c'est un peu ce qui a porté notre retour et c'est au cœur de notre ADN, donc c'était très logique. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas accessoire chez nous, c'est vraiment au cœur du débat. Mais l'idée, c'est d'aller sur des médias nationaux déjà d'ici la fin de l'année, de se rendre plus visible, sans perdre toutefois ces petites pépites qui pour moi font la différence de BK. Donc on va faire vous avez
peut-être pas vu, mais on a fait récemment une opération là pour la Fête des Mères, donc une opération qui est un peu plus mass market, où on était très visible dans tous les restaurants, des campagnes de manière, etc. Donc on va continuer et grossir et faire des choses comme ça, tout en gardant des films à la Overtray, à la Single Fries, que vous pouvez aller voir sur Facebook, qui sont des prises de parole, pour moi, que seul Burger King peut se permettre de faire, en tout cas sur le secteur. Cynthia Riblet de Mondelez, la marque Milka, on la connaît tous. Là, vous allez parler de Milka biscuits. Est-ce que tous vos produits cherchent systématiquement à cibler les jeunes ? Dans tous les cas, c'est très important parce qu'on cherche à cibler large. Comme l'a dit Arthur, c'est important d'avoir la mère de famille, c'est aussi important d'avoir l'enfant parce qu'il est prescripteur du produit, ou le jeune adulte parce que c'est l'avenir de la marque. Donc toutes nos marques, effectivement, on a une logique de cibler les jeunes et on n'hésite pas à prendre des risques, notamment via nos marques et via l'utilisation des médias. Oreo, par exemple, a été la première marque, une des premières marques, il y a 15 jours, à proposer un filtre Snapchat. Granola a été la première marque, une des premières marques FMGC à utiliser le média Instagram. L'année dernière, on a fait une grosse opération avec Mikado sur Twitter où on a été trend topic avec le hashtag aussi con qu'un Mikado sans chocolat parce qu'on avait fait une opération fake. On avait proposé un espèce de canular en annonçant le lancement d'un Mikado sans chocolat. Donc à chaque fois, on essaye de prendre des risques et on est dans une logique de test and learn où on essaye de faire des choses, de voir si ça marche en ayant toujours une logique de double cible, c'est-à-dire plaire à la mère de famille et puis aussi essayer de plaire à cette cible jeune qui est assez difficile à appréhender. La notion de risque est acceptée chez vous. Il y a aussi cette idée de proposer du contenu éditorial, forcément, pour essayer de capter l'attention de cette cible. C'est ce qu'on a fait avec Milka Biscuit Saga, notamment, qui a été une des premières applications de marque à avoir un écho aussi fort. L'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur une plateforme avec cette prouesse technologique qui faisait qu'en fait, on pouvait connecter 9 téléphones entre eux et jouer de manière simultanée. Et donc là, ça nous a permis à la fois de nous adresser aux digital natives et donc à cette cible jeune avec cet enthousiasme pour cette application, cette innovation technologique, mais aussi de parler à la cible mère de famille, parce qu'elle voyait le moment de partage et de tendresse qui était créé par cette application. Et pour ça, le contenu éditorial avec nos chers voisins, la série TF1 Nos chers voisins, nous a beaucoup aidé, parce qu'en fait, c'était vraiment... L'objectif, c'était vraiment de faire la promotion de ce moment de partage et de tendresse qui était offert par l'application Biscuit Saga. L'idée, c'est d'aller dans ce schéma-là, d'essayer de reproduire peut-être un partenariat avec du contenu comme ça éditorial ou une marque forte installée sur une chaîne. On l'a vu aujourd'hui, les jeunes adultes sont rompus aux techniques du marketing, donc ça ne nous empêche pas de faire des campagnes télé classiques. Maintenant, on va aller chercher au-delà de la campagne télé à proposer autre chose, à proposer du brand content. Donc effectivement, on s'appuie sur ces logiques-là. Avec la marque Granola, notamment, on a travaillé avec des youtubeurs sur la thématique de l'humour et on a eu un partenariat avec Golden Moustache et les auteurs de Golden Moustache qui nous ont proposé différents sketchs qu'on a pu mettre en ligne en digital et qui ont été aussi une prise de risque parce que travailler avec des auteurs et respecter justement cette logique de travailler avec un auteur et pas avec une agence de pub et de ne pas maîtriser complètement le contenu, ça implique une prise de risque. On a travaillé avec le Whoop et par exemple c'est un humour que pas tout le monde au niveau du top management peut comprendre, mais c'est important pour nous d'avoir cette prise de risque et effectivement on va de plus en plus s'appuyer sur ces logiques de brand content et de contenu éditorial sur nos marques. Merci à tous les quatre. On peut vous applaudir, merci pour votre éclairage ce matin.